Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 12 septembre 2021, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur 3 questions. D'abord la candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, ensuite le discours de rentrée de Marine Le Pen et enfin le lancement par Édouard Philippe d'un nouveau parti. Alors vous allez le voir, c'était un débat assez amusant parce qu'il y avait à côté de moi une personne très caricaturale et à la fin j'arrivais en fait même plus à le prendre au sérieux tellement ce qu'il disait était à mon sens ridicule. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Merci Anne Maquignon, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Soir Info Week-end, nouvelle heure de débat avec 4 nouveaux invités. William Tay, bonsoir, merci d'être avec nous. Président du think tank Le Millénaire, à vos côtés Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise. On écoutera d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon depuis l'Ostende en Belgique. Je n'avais pas le choix, c'est pour ça que je suis candidat. En clair, il n'y a personne d'autre dans votre parti à part Jean-Luc Mélenchon, mais il y a d'autres candidats à gauche. On va le voir dans quelques instants. Jean-Marie Villain, maire les centristes de Viry-Châtillon et Dominique Da Silva, député La République En Marche du Val d'Oise. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Je voulais juste revenir un instant sur Anne Hidalgo. On en a parlé pendant la première heure. On va regarder ce reportage signé Yann Effelé qui résume la journée, le discours notamment d'Anne Hidalgo. On va voir ce que vous en pensez de cette nouvelle candidature à gauche. Reportage Yann Effelé. Après des mois de déplacement dans le pays, Anne Hidalgo a choisi Rouen pour l'officialiser. Humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. La maire de Paris qui se dit prête à représenter la gauche. Aujourd'hui, je suis inquiète. Je sais l'amour instinctif, l'amour viscéral que nous portons toutes et tous à notre pays et aussi à ses idéaux d'égalité, d'émancipation, de solidarité. Cette France de la liberté voit ses libertés se réduire comme une peau de chagrin. Cette France de l'égalité voit ses injustices se creuser tous les jours. Anne Hidalgo doit maintenant soumettre sa candidature à un vote des militants socialistes pour être investie par le parti. Une étape qui apparaît comme une formalité pour elle. À gauche lui ferait ensuite face, entre autres, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, le communiste Fabien Roussel, sans oublier le futur gagnant de la primaire écologiste. Et ça fait du monde, Antoine Léaumont, sur la ligne de départ à gauche. Comment les électeurs de gauche, au sens large, vont se retrouver là-dedans? Je pense que les électeurs de gauche, ils ont déjà vu ce que c'était le PS. Donc le PS, c'était Hollande, c'était des belles promesses, et derrière, c'était des actes qui correspondaient pas aux promesses. Et Anne Hidalgo, elle est un peu dans le même écueil, c'est-à-dire qu'elle promet, et ensuite, le lendemain, maintenant, elle ne fait plus les mêmes promesses. Elle avait promis la multiplication par 2 du salaire des enseignants. Disparu cette proposition, donc elle attend même plus d'être au pouvoir pour renier ses promesses. C'est le PS version. Ah bah si, elle l'a dit là. Non, elle revient dessus maintenant. Elle veut juste augmenter les salaires. Elle est revenue sur cette proposition. Mais globalement, le problème du PS c'est toujours le même, c'est le bilan. C'est-à-dire que Anne Hidalgo promet d'augmenter les salaires, mais elle est maire de Paris. On n'entend pas une seule fois le mot Paris dans son discours. C'est quand même étonnant. Elle pourrait nous dire ce qu'elle a fait en 7 ans de maire de Paris. Et en réalité, ce qu'elle a fait, elle promet d'augmenter les salaires. Elle ne l'a pas fait en tant que maire de Paris pour les agents. Ça répond pas à ma question. C'est quand même mal parti à gauche. Si, moi je pense que c'est bien parti. Parce que là, vous vous tirez les uns sur les autres, mais les électeurs. C'est bien parti pour un candidat qui est Jean-Luc Mélenchon, qui a un programme, qui a une équipe, qui est prêt à gouverner. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce qu'a dit Anne Hidalgo dans son discours, elle dit qu'elle va préparer un projet. Oui, non, mais ce qui m'étonne, à 7 mois de l'élection présidentielle, tout parti confondu à gauche, c'est qu'il n'y a pas de tentative d'alliance, de tentative de rassemblement, de tentative de programme commun, comme on pourrait dire. Il y en a eu. Jean-Luc Mélenchon non, il a tout refusé. Non, Jean-Luc Mélenchon a cessé de tendre la main. Il a proposé de faire une fédération populaire. Et on lui a répondu qu'il fallait pas. Mais par ailleurs, venons sur le fond. Est-ce que Anne Hidalgo est d'accord pour faire la 6ème République? Non, mais en fait c'est ça le problème, c'est que personne n'est d'accord à gauche. Non, c'est qu'il y a un problème de programme, il y a un problème de proposition. Nous, on veut faire la 6ème République, ils ne veulent pas. On veut sortir des traités européens, ils ne veulent pas. Donc, à un moment donné, c'est pas possible de se mettre d'accord si on n'est pas d'accord. Donc, les électeurs pourront choisir en 2022 entre des gens qui proposent la 6ème République, nous et les autres. Donc, je suis pas Madame Irma, mais ça sent quand même la défaite pour la gauche, Jean-Marie Villain. Bien sûr, parce que c'est des propositions qui sont majoritaires. Non, mais à un moment, c'est mathématique. Vous êtes 5 sur la ligne de départ. C'est des propositions qui sont majoritaires. C'est-à-dire, si vous vous intéressez au programme, si vous regardez le programme et que les gens votent sur un programme, il y a 57 à 89% des Français qui sont d'accord avec 42 des propositions que nous avons testées sur un sondage. Donc, que les gens votent sur un programme. D'ailleurs, on a vu sur toutes les dernières élections comment les gens soutiennent les programmes ou les différentes propositions. C'est peut-être malheureux à dire, mais vous avez raison. C'est cynique. Mais malheureusement par la France Insoumise. Et puis, de toute façon,
à la dernière élection présidentielle, c'est pas mal. Moi, je vous ai juste écouté. Oui, mais vous dites ne un serait-ce mensonge. Je dis un mensonge. Je dis les faits, les scores du Front donc, de 7 la millions France de voix, c'est pas Insoumise. assez. Non, mais je parle des dernières élections. Je suis désolé. Mais décidément, c'est ça le problème de la France Insoumise, c'est que vous n'écoutez pas. Si, je vais vous dire pourquoi vous n'écoutez pas. Il y a 80% parce que de ça vous participation. dérange. Non, il y a 80% mais vous êtes incroyable à la présidentielle. Mais vous croyez que c'est ça que les Français veulent? Allez, on s'écoute. Est-ce que vous pensez que les Français veulent un parti politique qui ne laisse même pas la possibilité aux autres de s'exprimer, et vous continuez encore une fois. Vous continuez. Donc je persiste à dire que les résultats de la France Insoumise sur les dernières élections, malheureusement, sont à la hauteur de ce que j'espère qu'elles seront encore les prochaines fois. Parce que, au vu de ce qu'ils laissent, là où ils passent, et j'en ai eu la triste expérience en récupérant la seule ville de plus de 30 000 habitants d'une ville dirigée par la France, ce qui était à l'époque le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais excusez-moi, on a mis beaucoup de temps. Ah si, c'est la même chose. C'est son gendre qui en était le maire. Alors je sais si vous voulez un maire qui est élu par la France Insoumise récemment, lui il a mis en place le référendum d'initiative citoyenne. Mais en attendant, financièrement, la ville était plombée. Non. La nôtre, elle l'était. Ah bah si. Allez, William T, arbitre des bonnes conscience, arbitre de cette gauche qui n'arrive pas à s'entendre, qui n'a pas les mêmes idées, qui n'a pas la même ligne. Est-ce que cette gauche peut y arriver en 2022 ou ce sera le même scénario qu'en 2017, qu'en 2012, c'est-à-dire une gauche éparpillée et donc en 2012 ils avaient gagné avec François Hollande, mais une gauche éparpillée en 2017 et bis repetita en 2022. Alors là il y a plusieurs éléments, c'est que déjà d'une part on a assisté depuis 5 ans à une droitisation de la société, c'est ce que montrent les différents sondages, c'est-à-dire que les Français se sont droitisés et donc du coup l'espace politique de la gauche s'est réduit, mais il s'est pas réduit uniquement en France, il s'est réduit dans toute l'Europe et également dans tous les pays occidentaux. Pourquoi ? Parce que la gauche n'est plus adaptée au monde moderne. Les différentes recettes keynésiennes classiques ne sont plus adaptées en fait. C'était des recettes classiques avec une augmentation des dépenses publiques, une augmentation des dépôts pour financer ce qu'ils appelaient la redistribution. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus viable en fait dans un monde ouvert compétitif parce qu'en fait, si vous augmentez les impôts dans un État, les capitaux se délocalisent dans un autre. Et c'est pour ça qu'en fait la social-démocratie est morte et c'est pour ça que la gauche en fait a changé. La gauche qui gagne actuellement, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est ceux qui ont transformé le PS pour transformer ça en parti démocrate à l'américaine. C'est la victoire de Joe Biden aux États-Unis, c'est la victoire d'Emmanuel Macron qui était la deuxième, ce qu'on appelait la deuxième gauche, l'héritier de Michel Rocard. Voilà, social-démocratie. C'est ça, social-démocrate classique. Et donc en fait, la gauche n'a plus rien à adapter. Et le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'en fait, sa candidature serait une véritable catastrophe parce qu'elle est en train de revenir aux différentes recettes de gauche que François Hollande et Emmanuel Valls ont tourné le dos pour essayer de transformer le Parti socialiste. Sur les différents points, elle propose une augmentation des dépenses publiques alors qu'on est déjà à 65% de dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on est les premiers pays de toute l'OCDE. Elle veut augmenter les impôts, elle veut augmenter les salaires des enseignants, elle explique pas pourquoi, comment on fait pour payer tout ça, comment on fait pour augmenter la création de richesse, et puis elle n'a aucune recette par rapport à la laïcité, par rapport à l'immigration et les différentes réponses régaliennes, et tout ça, la gauche est dans un véritable piteux état, parce qu'à la différence de la droite où ils se battent sur une querelle de personnes, et donc une question d'ego, la gauche se bat aussi sur une question d'idées, ils sont d'accord sur quasiment rien, hormis peut-être sur la question écologique, et c'est pour ça que la gauche est dans un véritable état dramatique. Ça c'est un constat implacable. Dominique Da Silva, vous appartenez à un parti qui justement a reçu des transfuges de la gauche, et notamment du Parti Socialiste, La République En Marche. On a l'impression, on a le sentiment que la gauche a les idées, mais n'a pas la crédibilité pour les incarner. Les idées, encore faut-il... je disais tout à l'heure dans la première heure de débat que ce doublement des salaires des enseignants, c'est quand même le premier marqueur de l'élection présidentielle. C'est la première mesure qui s'inscrit dans le débat. Des mesures fortes comme François Hollande en a eu en 2012, mais sauf que, est-ce que c'est crédible ? Parce que il faut se rappeler quand même que les dépenses de l'éducation nationale sont quasi comparables à ce que propose l'Allemagne pour ses enseignants, sauf qu'ils sont payés 30% de mieux que chez nous. Donc peut-être que déjà, il y a peut-être à regarder aussi comment utiliser finalement le budget de l'éducation nationale pour peut-être valoriser davantage les salaires des enseignants. Peut-être commencer par là. Mais dire tout simplement on double les salaires, évidemment, bon, ça rappelle effectivement les grandes déclarations de François Hollande en son temps, et on a vu ce qui s'est passé derrière. Voilà. Donc moi je crois aussi qu'une candidate qui à peine un an disait qu'elle ne serait pas candidate aux élections présidentielles. C'est l'autre grand sujet ce soir, c'est la cohérence en politique. Voilà, c'est-à-dire que là, à peine un an plus tard, déclarer sa candidature, bon,
d'où est venue finalement cette grande idée. Au contact des Français, a-t-elle dit ce soir chez nos confrères du 20h de France 2. On va écouter peut-être Jean-Luc Mélenchon. Antoine Léaumont, on va profiter de votre présence. Il était en Belgique, à Ostende. Il n'était pas à la fête de l'humanité d'ailleurs, ça nous a étonné. Oui, vous êtes fâché avec les communistes, vous êtes fâché avec tout le monde. Il était à la fête de l'UMA, il était à Ostende, pardon, ça s'appelle la manifestation. Ouais, c'est la fête de l'UMA en Belgique, si on grossit le trait. Mais en clair, on a Anne Hidalgo à Rouen, on a Fabien Roussel à la fête de l'UMA, on a Jean-Luc Mélenchon en Belgique, et je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que lui, écoutez-le. Je ne veux pas laisser un seul millimètre d'ombre sur cette affaire. Au départ, j'avais pas envie. D'accord ? Parce que je savais ce que ça voulait dire pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à tout le monde. J'ai réfléchi, j'ai consulté autour de moi. 20 000 réponses, j'ai lu un bouquin de gens qui se sont exprimés. Et ils m'ont tous dit des choses très sensées, les uns disant, il y a un risque, c'est la 3e fois que tu y vas. D'autres disant, tu as une sécurité, parce qu'il y a 7 millions de personnes qui ont voté pour toi, on devrait bien arriver à retrouver une partie. Alors, personne m'a dit, écoute Jean-Luc, t'es sympa, mais tu commences à avoir de la bouteille, alors on pense que... Non, aucun. Ils m'ont dit, écoute, il n'y avait pas de candidat. Personne d'autre n'a dit, je ferai mieux que toi. Et s'il l'avait dit, alors je crois que j'aurais peut-être dit, oui, j'écoute. Vas-y, dis-nous comment, pourquoi. Non, mes amis, ce n'est pas une affaire égotique. Si je grossissais le trait, Antoine Léaumont, ça fait un peu République bananière, la France Insoumise. En fait, personne n'ose lui dire que d'autres candidatures pourraient émerger. Vous n'avez pas écouté. Si j'ai écouté, je vous provoque à dessein. Vous me provoquez, mais ça marche moyennement avec moi parce que vous êtes très fort en provocation, on sait. J'aime bien les blagues et la provocation. Non, ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous avons eu, nous, un fonctionnement qui nous a permis de faire émerger sa candidature. Mais il avait demandé un soutien populaire. Il avait demandé 150 000 signatures de soutien populaire à sa candidature, qu'il a obtenu et qu'il a dépassé. Aujourd'hui, sur le site mélenchon2022.fr, on en est à 250 000 parrainages citoyens. Ce qui nous place loin devant beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui être représentatifs de la société. Par exemple, la primaire des Verts, ils en sont à 100 000 inscrits. Bon, d'un côté, il y a quelqu'un qui est soutenu par 250 000 personnes, de l'autre, il y a 100 000 personnes. C'est un peu un concours de nains, ce que vous faites. Comment ? C'est un peu un concours de nains, ce que vous faites. Je sais pas, vous connaissez d'autres mouvements politiques où il y a 250 000 Faites une primaire, faites une grande primaire à gauche. Il y aura un débat d'idées, une clarification des lignes. Puisque nous avons un candidat avec un programme. C'est aussi pour ça. C'est vrai que ça, on peut pas vous comment j'allais dire, vous le dénier. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, à gauche, il est un leader de la France Insoumise. Mais le problème, c'est qu'il y en a 4 autres. 4 autres. Vous avez un écolo, vous avez le PS à Paris Hidalgo, vous avez Arnaud Montebourg, enfin, les leaders, il y en a beaucoup. Vous en avez 17 autres aussi qui sont les députés insoumis à l'Assemblée nationale. Vous en avez 6 au Parlement européen. Nous avons, nous, une équipe. On est en train de préparer un gouvernement avec un programme qui est un programme de gouvernement. Et nous avons un candidat qui est Jean-Luc Mélenchon qui a déjà recueilli sur son nom et sur ce programme 7 millions de voix. Donc, je pense, et il y a au moins 250 000 personnes qui pensent avec moi, et à cette heure, à ce moment-là, et je pense que ça va augmenter dans le reste de la campagne, mais il y a au moins ce nombre de personnes qui pensent que c'est un bon candidat avec un bon programme qui est prêt à gouverner. Nous avions chiffré notre programme la dernière fois, nous avions reçu les avis d'associations et d'économistes qui disaient que c'était un programme applicable et qui allait le plus loin possible dans les revendications qu'il portait. Donc nous avons mis à jour ce programme et le candidat que nous avons, qui est Jean-Luc Mélenchon, est un candidat qui a fait la démonstration de sa capacité à rassembler les gens, notamment dans les derniers moments d'une campagne présidentielle. En quelques mots, William Tay, on va marquer une pause dans quelques secondes, mais est-ce que cette gauche divisée, cette droite qui est également la droite la plus bête du monde, disait Sébastien Lecornu hier au sujet des Républicains, ce n'est pas un boulevard pour ce duel que l'on annonce depuis la dernière élection présidentielle, la fin de la dernière élection, Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre le même scénario que 2002, avec différentes étapes, et en fait, on aura une clarification des candidatures entre janvier et mars 2022. On a un phénomène atypique, c'est d'habitude les campagnes présidentielles commencent à l'automne de l'année précédente, et puis après, on a un candidat déclaré aux alentours de octobre-novembre pour chacun des camps. Mais là, vu qu'il n'y a aucun camp politique depuis l'éclatement du système politique depuis Emmanuel Macron en 2017, tous les camps politiques sont en incapacité d'imposer une seule candidature. Et donc, du coup, chacun se bat pour avoir le leadership de son camp. On va avoir ça de septembre jusqu'à janvier-février. Et puis ensuite, à partir de février-mars, on aura une clarification, une offre politique à droite, une ou deux à gauche, et puis vraisemblablement, le président de la République qui se représentera face à Marine Le Pen et face à Éric Zemmour. La difficulté qu'on a maintenant, et surtout pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, il a perdu la moitié de ses électeurs depuis 2017, notamment avec
avec deux phénomènes qui sont importants. La République, c'est moi, et le fait qu'ils se battent face à des policiers, et comment on peut faire pour représenter l'État et la Constitution, et préserver la Constitution lorsqu'on s'attaque à des forces de l'ordre qui sont censées protéger nous défendre. Et deuxième point, c'est qu'en fait, il tient un discours qui est plus le même qu'en 2017. En 2017, il tenait un discours qui était populaire, avec une certaine souveraineté qui faisait penser à Chevènement dans les débuts des années 2000. Aujourd'hui, il tient un discours qui est islamo-gauchiste. Et comment faire pour tenir un discours islamo-gauchiste, notamment en s'inspirant des lignes de Clémentine Autain et de Daniel Obono, alors que justement, il y a beaucoup de personnes qui sont parties du mouvement en dénonçant ce que je viens de dire, donc Kuzmanovic, etc., qui ont quitté le mouvement parce qu'ils ne se retrouvent plus aujourd'hui dans le mouvement politique. Allez, on doit marquer une pause. Je vous laisserai répondre si vous le voulez, Antoine Léaumont, mais on va entendre la réponse d'Antoine Léaumont aux accusations de William T sur l'islamo-gauchisme de Jean-Luc Mélenchon en quelques secondes, et après on passe à un autre sujet. Oui, en quelques secondes. C'est une caricature. Bon, voilà, merci Antoine Léaumont. On va passer à Marine Le Pen et Édouard Philippe. On va commencer par l'ancien Premier ministre parce que nous sommes avec Carl Olive qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir en direct sur CNews, maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Et vous êtes affiché, Carl Olive, il y a quelques semaines, 2 semaines dans mes souvenirs, à Fontainebleau, autour de l'ancien Premier ministre, avec des maires, la République des maires, vous avez appelé ça comme ça. Édouard Philippe vient d'apporter son soutien à Emmanuel Macron, pas encore candidat, le président de la République. On découvre ce qu'il a dit chez nos confrères de 7 à 8 sur TF1. Je soutiendrai le président pour 3 raisons: la loyauté, la cohérence et des réformes qui vont dans le bon sens. Comment va-t-il s'impliquer, Carl Olive? C'est quoi ce mouvement qu'il veut créer, Édouard Philippe, et comment cela va s'intégrer dans la machine de la majorité? D'abord, Édouard Philippe a de la mémoire. Il sait d'où il vient. C'est certainement la raison pour laquelle il sait où il va. En 2017, Emmanuel Macron a fait confiance en Édouard Philippe, et Édouard Philippe n'aurait certainement pas, c'est lui-même qui le dit, été Premier ministre si Emmanuel Macron ne l'avait pas appelé. Aujourd'hui, c'est presque un juste retour des choses. On ne s'est pas simplement affiché il y a 3 semaines à Fontainebleau chez Frédéric Valletoux. Ça fait déjà depuis 2017 où un certain nombre de collègues maires, plutôt de droite et de centre-droite, avaient des contacts très réguliers, nourris, avec des retours de terrain à l'époque où Édouard Philippe était Premier ministre, et que nous nous retrouvions pour justement faire avancer ces idées. Donc on est dans la suite logique. Et Édouard Philippe, c'est un homme vrai, c'est celui qui met ses actes en face de ses mots. Jamais vous n'avez pris Édouard Philippe à défaut concernant le président de la République. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est ce retour qu'Édouard Philippe renvoie au président. Mais il y a la loyauté, il y a la cohérence, il y a une certaine forme d'admiration aussi dans ses propos à l'égard du président de la République. Mais c'est pas le monde des bisounours, la politique, surtout à ce niveau-là. C'est quoi les contreparties? Qu'est-ce que va devenir ce parti d'Édouard Philippe? Comment, encore une fois, va-t-il s'intégrer? Est-ce qu'il veut devenir le chef de la majorité en 2022? Est-ce qu'il veut devenir président de l'Assemblée nationale? Retourner à Matignon? Qu'est-ce qu'il vise, Édouard Philippe, à travers ce soutien? C'est très intéressant ce que vous dites, notamment sur la loyauté. La loyauté, on entend beaucoup parler dans les livres, souvent les livres d'histoire, rarement sur le terrain. Donc je suis ravi que vous en parliez. Je crois qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, comme il le fait d'ailleurs depuis des années maintenant, agrège autour de lui celles et ceux qui souhaitent faire avancer la France. Vous parliez de la République des maires, je pourrais vous citer également la France audacieuse, Génération Terrain, toute l'émergence de ces associations d'élus pragmatiques. Alors aujourd'hui, c'est de travailler sur le programme présidentiel si Emmanuel Macron est candidat. Mon petit doigt me dit qu'il le sera bien évidemment, et surtout rassembler au-delà de diviser, parce que ce serait vraiment, je pense, la dernière des bêtises à faire. L'idée, c'est certainement pas de cliver, c'est encore une fois, d'agréger toutes ces belles idées qui viennent du terrain, et bien plus largement d'ailleurs que les frontières de la droite et de centre-droite, parce que depuis quelque temps, et j'entendais vos interlocuteurs sur le plateau que je salue, on est vraiment sur des clivages, à mon sens, que les Français ne souhaitent pas, et que la société nous a appris à nous adapter en quelque sorte comme des darwinistes. Eh bien, merci Carl Olive d'avoir été avec nous, d'avoir réagi. La poutre continue de travailler. On a bien entendu. Merci Carl Olive d'avoir été avec nous ce soir en direct sur CNews. Dominique Da Silva, est-ce qu'Édouard Philippe, à travers ce soutien, a fini d'achever la République en marche? Achever? Ouais. Non, bien au contraire, parce que il va l'enrichir de son savoir-faire. Parfois, on enrichit des choses en les suppléant. On en a besoin. De toute façon, aujourd'hui, la République en marche s'inscrit dans une majorité présidentielle, et on est bien conscient que de toute façon, le président a besoin d'un soutien plus large
que celui de La République En Marche. Mais ça ne nous empêche pas d'être fiers de ce que nous avons fait et réussi à faire encore aujourd'hui. Et on a besoin évidemment d'élargir. Et je pense que, j'en suis même certain, Édouard Philippe va y contribuer. Je tiens d'ailleurs à saluer évidemment sa loyauté, sa cohérence. Mais je crois qu'il garde aussi cette liberté de proposition et il va aussi, encore une fois, nous amener du plus, tout simplement. À force d'élargir, Jean-Marc Villain, il y a des choses qui vont peut-être disparaître aussi. Moi, je pense surtout qu'il va surtout réparer les pots cassés, parce qu'on a bien vu quand même que encore une fois, sur les dernières élections, la République En Marche était quand même un petit peu dans les cordes. La loyauté d'Édouard Philippe n'est pas mise en cause dans mes propos, bien évidemment. On sait bien que c'est quelqu'un qui est tout à fait respectable, qui a été très loyal vis-à-vis du président. C'est quelqu'un qui le soutient et je suis pas surpris de sa position. Bon, il y a aussi le futur, tout le monde parle. Aussi, on parle déjà des élections suivantes, donc de toute façon. Non, mais c'est peut-être une forme aussi de préparation. Et je veux dire par là, à partir du moment où il a quand même travaillé pendant des années à Matignon, visiblement avec le plein accord du président de la République, là il le soutient encore une fois parce qu'on sait très bien que Emmanuel Macron sera candidat et que s'il avait la moindre velléité maintenant, il risquerait de mettre à mal tous les projets qui arrivaient. Donc je pense qu'il voit plus loin que cette première année. Et là, par contre, il va réparer les pots cassés parce que la République En Marche n'est pas aussi bonne forme que ça sur le plan national. On peut dire quand même qu'il y a aussi une loyauté de la République En Marche à l'égard d'Édouard Philippe. Commencez pas dans les divisions. Non, mais on l'a soutenu. C'est pas antinomique avec ce que je vous ai dit. Moi, je ne dis pas que la REM n'est pas en phase avec lui. En tout cas, victime collatérale ou non, la République En Marche, il y a une victime peut-être plus en danger encore que ça, c'est la droite, les Républicains, William Tay. Parce que quand on regarde les sondages, et ils sont nombreux en ce moment, les sympathisants de droite, les électeurs même des Républicains, leur personnalité politique préférée, c'est Édouard Philippe. C'est même la personnalité politique préférée des Français, même très large. Je crois que c'est la première sympathie. Même chez Mélenchon, je crois, Antonio. Même au sein du PS, etc. Édouard Philippe n'a pas le choix. Il a été nommé Premier ministre. Si, on a toujours le choix. Non, au début, il n'a pas le choix. C'est comme Georges Pompidou en 69, il a soutenu le général de Gaulle avant d'espérer qu'il perde le référendum pour pouvoir être candidat en 69. Donc la loyauté, il faut faire attention. Surtout venant d'Édouard Philippe, qui avait promis de soutenir le candidat à la primaire de 2016, François Fillon. Mais il l'a fait. Non, il a lâché. Il l'a fait et après il a abandonné. Après, il a abandonné. Oui, donc il peut très bien soutenir le président de la République, puis l'abandonner après. Donc il faut faire attention en termes de soutien. Et puis surtout, la République En Marche. La République En Marche n'existe pas en fait comme parti politique. C'est pas un parti politique qui est structuré. Il n'apporte rien au président de la République parce que c'est le président de la République qui prend tous les coups. C'est réciproque. Ils structurent pas d'idées. Ils n'arrivent pas à faire émerger de nouveaux talents non plus. Donc la République En Marche ne sert strictement à rien, hormis à être une caisse de financement. Mais du coup, l'avenir d'Édouard Philippe, c'est quoi? C'est chef de parti? Non, Édouard Philippe, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il prépare soit cette élection, soit la fois suivante. C'est tout. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron s'effondre, il pourra dire que ça a été son premier soutien et donc prendre sa place légitimement comme Valls avec François Hollande il y a 5 ans. Ou sinon, si par cas Emmanuel Macron se gagne, il se positionnera comme successeur, ou si Emmanuel Macron perd, il se posera aussi comme successeur. Non, la difficulté, c'est ça le point essentiel, c'est est-ce que les électeurs de droite sont prêts à suivre Emmanuel Macron sur des points sensibles. Emmanuel Macron avait fait des bonnes réformes économiques en début de quinquennat, notamment sur la fiscalité du capital, en supprimant l'ISF et en instaurant la flat tax. Mais Emmanuel Macron, depuis 2018, n'a fait aucune réforme structurelle, que ce soit sur la réforme de l'État, sur la réforme des retraites et des différents points qu'il devait réformer dans son programme de 2017. Il s'était imposé comme un président réformateur, mais quelles sont les grandes réformes structurelles d'Emmanuel Macron? Les dépenses publiques ont explosé. Il n'a pas supprimé le moindre fonctionnaire. Est-ce qu'il n'a pas réussi à restaurer l'autorité de l'État non plus? Il n'a pas réussi à stopper les vagues migratoires et à restaurer la justice, même s'il y a eu des bons signes avec l'augmentation des moyens. Mais sur son quinquennat, il n'y a eu aucune réforme structurelle. Il y a eu des réformes paramétriques qui sont intéressantes, mais il n'y a pas eu de changement d'ampleur pour changer la vie des Français. Attention, beaucoup de gros mots dans les oreilles d'Antoine Léaumont. Non, mais c'est marrant parce que vous êtes présenté comme un président de think tank, alors qu'en réalité, vous parlez comme un quelque chose à mi-chemin entre le Rassemblement National et la République En Marche. Donc ça équilibre un peu le plateau. Comme ça, je suis la seule personne de gauche. C'est pas mal. Pour Édouard Philippe, sinon. C'est déjà bien. Pour Édouard Philippe, sinon. En fait, il est en train de préparer la roue de secours du système. C'est effectivement, si Macron peut pas y aller. Vous parlez aussi comme le Rassemblement National, avec le système. Non. Ah si, on croit entendre le père de Marine Le Pen, le système. Le système, l'oligarchie, si vous préférez. Ça vous va mieux, l'oligarchie. Les gens qui ont beaucoup d'argent, voilà.
qui sont contents et qui ont aussi de la mémoire. Parce que tout à l'heure, Carl Olive, il a dit ça. Il a dit que Édouard Philippe avait de la mémoire. Ça, c'est le en même temps. Emmanuel Philippe, voilà, vous l'avez. Mais il a dit qu'il avait de la mémoire. Mais je pense que les Français ont aussi de la mémoire. Ils ont pas oublié que Édouard Philippe, c'était la suppression de l'ISF, que c'était 32 gilets jaunes éborgnés, que c'était le 49.3 sur la réforme des retraites et que c'était le fiasco sur les masques. Voilà le bilan d'Édouard Philippe. Donc, au bout d'un moment, je pense que les gens vont, de la même manière qu'à mon avis, ils vont dégager Emmanuel Macron. Si Édouard Philippe est la roue de secours, si Emmanuel Macron n'est pas capable de se présenter parce que les gens n'en veulent déjà plus, eh bien, il subira le même sort qu'Emmanuel Macron. Il sera dégagé et balayé, quel que soit ce que les sondages lui donnent aujourd'hui. Je pensais entendre une mini-note de bienveillance chez vous à l'égard d'Édouard Philippe sur la loyauté et la cohérence. On n'oubliera jamais le 49.3 sur la réforme des retraites. Tant pis. Je l'ai là, moi. Allez, Marine Le Pen, elle faisait sa rentrée aujourd'hui à Fréjus, le Rassemblement National en ordre de marche. Elle a quitté d'ailleurs la présidence du Rassemblement National. Elle laisse la place à Jordan Bardella. Regardez ce reportage qui vous résume ce week-end de rentrée du Rassemblement National. Il est signé Maxence Gilles. On en débat dans quelques secondes. Déterminée à ne pas manquer son nouveau rendez-vous avec les Français, Marine Le Pen revient à ses fondamentaux. La candidate du Rassemblement National, qui se présente comme la présidente des libertés françaises, souhaite un référendum sur l'immigration si elle arrive à l'Élysée. En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Après l'échec des élections régionales, l'ancienne présidente du parti d'extrême droite doit de nouveau convaincre. Devant 900 militants, Marine Le Pen s'en prend au pass sanitaire ou aux féministes, tout en assurant la plus grande fermeté contre la délinquance. Personne ne pourra interdire à la République française la reconquête de quartiers que nos adversaires se sont résignés à considérer perdus. Ces narcocités ou ces zones talibanisées en France. En France, il n'y a pas d'autre loi que celle des Français. À 8 mois du premier tour des élections présidentielles, Marine Le Pen se lance dans une bataille qu'elle se dit prête à gagner. Est-ce que c'est la candidature de trop, William T, Marine Le Pen en 2022 ? Moi, je pense que c'est la candidature de trop parce qu'il y a eu 2 signes marquants qui marquent... Quand Marine Le Pen prend le parti en 2010, elle monte ses intentions de vote aussi bien sur l'élection présidentielle que sur ses résultats en termes d'élections intermédiaires européennes, élections municipales, régionales et départementales. Mais elle a subi un coup d'arrêt lors de son débat raté catastrophique au second tour de l'élection présidentielle de 2007, auquel elle a montré qu'elle n'était pas capable d'incarner une alternance politique à Emmanuel Macron ou même à qui que ce soit d'autre. En fait, elle n'a pas assez de crédibilité économique et de personnalité et de connaissance de l'appareil de l'État pour pouvoir gouverner, en fait. Et quand on regarde, au début, elle stagnait entre 2017 et 2021, et depuis les élections régionales, elle baisse maintenant dans les intentions de vote. C'est la première fois que Marine Le Pen est testée à moins de 20% dans les sondages depuis octobre 2012. Pendant une décennie, nous avons vécu sur le mythe que le Front National serait automatiquement présent au second tour. Ce mythe est battu en brèche, et aujourd'hui, les gens ne croient plus en la capacité de Marine Le Pen de pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour, ce qui conduit notamment à une candidature, en tout cas une tentative de candidature d'Éric Zemmour, qui en fait, il y a un partage sur ces 2 candidats. C'est pour ça que Marine Le Pen droitise son discours, pour essayer de récupérer l'électorat protestataire. Maintenant, l'électorat protestataire a le choix entre Éric Zemmour, Florian Philippot, Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et c'est pour ça que Marine Le Pen droitise son discours. Mais est-ce qu'elle est encore crédible après une tentative de normalisation ? Aujourd'hui, on ne sait plus quel est le programme du Front National. Est-ce que c'est une sortie de l'euro ou un maintien dans l'euro ? Est-ce que c'est un maintien dans les traités européens ou est-ce que c'est une sortie dans les traités européens ? Quelle est sa ligne politique en termes économiques ? Quelle est sa ligne politique tout court sur la politique étrangère ? On ne sait plus qui est Marine Le Pen, et c'est pour ça que les électeurs sont perdus, les cadres sont perdus, et ses chances de victoire à la prochaine élection présidentielle sont très faibles. Et pourtant, Dominique Da Silva, quand on entend les attaques répétées, notamment de la majorité à l'encontre d'adversaires potentiels d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen. Est-ce que ce n'est pas aussi l'adversaire rêvé de la République en marche et d'Emmanuel Macron, et c'est pour cela que vous la faites exister ? On ne la fait pas exister, elle existe parce qu'elle existe depuis des décennies, parce que les Français lui accordent, enfin en tout cas un nombre de Français lui accordent un soutien, et ça on ne peut pas le nier, c'est une réalité. Après, voilà, on peut discuter des raisons, mais moi ce qui m'étonne évidemment, Marine Le Pen, et vous titrez s'érige en présidente des libertés. Avec des guillemets, hein. Oui, avec des guillemets, parce que on ne fait que la citer. Évidemment, on peut en rire, parce que qui peut imaginer Marine Le Pen avait une France unie avec Marine Le Pen. Enfin, ça paraît incroyable quand on connaît ses soutiens à l'international, Orban, le gouvernement polonais,
Donald Trump. Enfin, je ne pense pas que ce soit des gens qui ont comme caractéristique de défendre les libertés et d'unir leur peuple. Et au-delà de l'union avec les Français, Jean-Marie Villain, Marine Le Pen a des difficultés majeures à trouver des alliés. Elle est aussi très seule. Elle est concurrencée pour la première fois par 2, voire 3 candidats sur son positionnement, et il n'y a pas de passerelle avec son parti, ou alors vraiment des candidats que personne ne connaît. C'est pas une nouveauté. On a vu entre les 2 tours où Dupont-Aignan a essayé vainement un court moment d'aller avec elle. Il s'en mord encore les doigts, à mon avis, et il risque de le payer très cher pendant très longtemps. Zemmour, c'est peut-être la chance de tout le monde. C'est sûrement pas la chance, en tout cas, d'Emmanuel Macron, parce que ni de Marine Le Pen, vu ses déclarations à son sujet. Ni de Marine Le Pen, mais le problème, c'est que Marine Le Pen continue d'exister parce que on essaye de la faire exister, parce que c'est l'assurance tout risque pour un deuxième tour. N'importe qui contre Marine Le Pen, on va dire que c'est gagné. Un peu à l'image de ce que les socialistes ont fait pendant des années sur certaines élections, en jouant justement sur des triangulaires qui leur permettaient systématiquement de pouvoir gagner. C'était aussi une martingale pour gagner. Mais de la même façon, maintenant, pour Emmanuel Macron, c'est quasiment l'adversaire rêvé au deuxième tour. Donc on continue d'en parler, alors qu'effectivement, réellement, avec toutes ces candidatures multiples, on a toutes les chances de peut-être avoir autre chose que le combat que tout le monde nous annonce depuis déjà presque 5 ans d'ailleurs. Antoine Léaumont. Bah écoutez, ça fait plaisir d'entendre sur un plateau que Marine Le Pen est l'assurance vie du système, effectivement, puisque moi j'ai écouté son discours. C'est pas l'assurance vie, c'est l'assurance touristique, parce qu'effectivement, étant donné régulièrement comme étant en position d'accéder au second tour, c'est vrai que jusqu'à présent peut lui résister. Enfin, précisément, vous l'avez très bien dit, il y a des gens qui ont un intérêt à faire exister Marine Le Pen parce que si vous étiez au même niveau, sans doute que ce serait la même chose. Non, pas du tout, parce que face à elle, il se trouve le moyen de se faire élire. Mais pourquoi? Il faut écouter ce que dit Marine Le Pen. Il y a un grand absent dans son discours, c'est le social. Elle dit absolument rien sur ce sujet. On dirait que ça n'existe pas. Il y a 10 millions de pauvres dans notre pays, ça ne l'intéresse pas. Les gens qui manifestaient dans la rue, c'était la ligne Philippot à l'époque, et ça n'a pas forcément bien marché. Non, mais une des revendications centrales du mouvement des Gilets jaunes, c'était l'augmentation des salaires, c'était l'augmentation du SMIC. Il y a une personne dans le pays qui le propose, c'est Jean-Luc Mélenchon. L'augmentation du SMIC à 1 400 € net. Donc Marine Le Pen, sur ce sujet-là, elle est complètement absente. Il y en a un autre, l'écologie. Elle en a pas parlé non plus. On dirait que ça l'intéresse pas. La planète est en train de crever, et elle le seul sujet, oui, c'est ça. C'est le seul truc à peu près mais le seul truc qui l'intéresse, c'est un référendum sur l'immigration. Voilà. On va l'entendre d'ailleurs. On va voir. Je voulais vous proposer cet extrait de l'interview qu'elle a accordé à nos confrères de TF1 sur l'immigration. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, William T, c'est-à-dire qu'elle se redroitise après s'être normalisée, et elle propose ce projet de loi qui sera soumis par référendum aux Français. Elle en a détaillé quelques principes tout à l'heure au journal de 20h. Écoutez-la. Je vais annoncer début octobre et présenter aux Français le projet de loi que je leur soumettrai par référendum dès mon élection à la présidence de la République. Et dans ce projet de loi, eh bien, les Français pourront décider comment est-ce qu'on obtient la nationalité française, selon quels critères. Depuis 30 ans, on ne les écoute pas sur ce sujet. Depuis 30 ans, ils disent qu'il y a trop d'immigration anarchique. On n'est pas assez exigeant sur les critères que l'on demande pour rejoindre soit le territoire, soit la nationalité française. Et personne ne veut les entendre. Quoi qu'on en pense sur le fond, William T, peut-être, mais moi je la trouve assez astucieuse, Marine Le Pen, en mettant sur la place publique le référendum. Parce que c'est vrai qu'on entend, et vous le soulignaliez vous aussi à travers les mouvements des Gilets jaunes, c'est l'envie de s'exprimer des Français. Non, mais elle reprend une proposition qu'avait proposée la droite ou différentes personnes, en fait. Et c'est habile parce qu'en fait, il s'agit de concurrencer la droite républicaine, Éric Zemmour et les différents postulants sur son segment électoral. Mais après, sur le fond de sa proposition, elle veut proposer un référendum sur l'immigration. Mais est-ce que c'est efficace comme terme de politique publique? Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de l'immigration est liée de façon automatique sur la question des règles automatiques, donc droit européen, regroupement familial, etc. Et si elle ne veut plus la remettre en cause, comme elle l'a annoncé il y a 6 mois, eh ben, elle n'a aucune chance de réduire l'immigration. Donc son proposition ne sert strictement à rien. Et c'est la fin de cette émission, j'aurais voulu vous entendre plus longuement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis toujours et ils me sont vraiment très utiles pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et pour m'aider à progresser, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!